Si je vous demandais de me donner une définition de la démocratie, il est probable qu'un grand nombre d'entre vous me répondraient ceci: c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est naturel d'une part parce que la formule est élégante, elle est musicale, donc elle nous parle, elle a l'élégance de la simplicité et du bon sens, elle semble résumer à elle seule tout le projet démocratique, à tel point que cette formule, qui à l'origine est une formule d'Abraham Lincoln dans le fameux discours de Gettysburg, cette formule est celle qui, constitutionnellement, aujourd'hui, définit le principe de notre République. Article 2 de la Constitution, le principe de la République française est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous, les universitaires, on aime bien ce genre de formule. On aime bien ce genre de formules qui finissent par s'imposer avec une telle évidence, une telle force du bon sens qu'elles n'en sont plus interrogées, elles n'en sont plus critiquées, et elles finissent par ne plus dire grand-chose. Ce que je vous propose brièvement en guise d'introduction, c'est d'explorer cette définition de la démocratie et de voir si elle est effectivement, empiriquement, c'est-à-dire en pratique, si elle résume bien, si elle rassemble bien le projet démocratique, si elle est bien cohérente. Alors le fait que la démocratie soit le gouvernement du peuple, ça ne pose aucun problème finalement. Le gouvernement du peuple, c'est une définition simple de ce qu'on appelle un régime politique. Un régime politique, c'est le gouvernement du peuple. Donc jusque-là, pas de problème. Le gouvernement pour le peuple. Bon, on est plutôt heureux en démocratie. C'est quand même plutôt sympa, les libertés fondamentales sont garanties, du moins la plupart du temps. La protection sociale est assurée, du moins en grande partie. Et finalement, on se rend bien compte qu'il vaut mieux vivre dans une démocratie occidentale que dans de nombreux régimes qui soit ont été essayés dans le passé, soit on court aujourd'hui dans d'autres pays du monde. Et cette phrase de Churchill, la démocratie c'est le pire des régimes, à l'exception de tous ceux déjà essayés dans le passé. Bon, sauf que, quand on zoome un peu plus proche, on voit bien que d'ores et déjà, il y a des embarras, des tracasseries qui se posent sur ce projet, sur cette définition de la démocratie. Le gouvernement pour le peuple. On peut adopter plusieurs points de vue. Le philosophe du politique vous dirait déjà que le gouvernement pour le peuple, ça renvoie à une notion bien connue, celle de l'intérêt général, et il n'y a rien de plus insaisissable que l'intérêt général. Est-ce que c'est l'intérêt de tous? On voit bien que c'est très compliqué d'assurer l'intérêt de tous. Alors c'est quoi l'intérêt des plus pauvres? L'intérêt des plus riches? Après tout, c'est eux qui constituent les forces économiques de la nation, pourquoi pas? Est-ce que c'est l'intérêt de la France dans son ensemble, en tant qu'État, sur la scène internationale? Bon. Il est impossible de dégager une décision qui satisfasse tout le monde. Une décision démocratique fait nécessairement des déçus. Et même la décision la plus populaire qui soit, baisser les impôts pour 100% de la population, et donner un chèque à ceux qui ne payent pas d'impôts, même cette décision-là, elle creuse la dette, c'est-à-dire qu'elle pèse bien sur une partie de la population, celle à naître, la génération future. Donc le concept d'intérêt général pose des problèmes. Gouvernement du peuple, enfin, pour le peuple, de ce point de vue-là, rien n'est moins sûr. Un économiste insisterait par exemple sur le fait que depuis 1998, plus généralement depuis la fin des années 90, les inégalités se sont creusées partout entre les plus riches et les plus pauvres, en France, mais également dans tous les pays de l'OCDE. À cet égard, d'ailleurs, la France est loin d'être le pays dans lequel les inégalités se sont le plus creusées. Alors un gouvernement pour le peuple, vraiment, quand depuis maintenant 15 ans, les inégalités se creusent et que les plus pauvres sont de plus en plus pauvres et les plus riches de plus en plus riches, c'est là une bien curieuse définition du peuple. Enfin, l'historien, un peu malicieux, ne pourrait pas s'empêcher de souligner que de nombreuses expériences démocratiques ont mené à l'élection démocratique de dirigeants qui ont ensuite aboli la démocratie et limité, voire supprimé, les droits fondamentaux. On peut penser à Louis-Napoléon Bonaparte, évidemment, élu, qui deviendra Napoléon III, Adolf Hitler, bien entendu, qui accède au pouvoir légalement par les urnes en 1933, après des élections en 1932 dans lesquelles le NSDAP et le parti nazi arrivent en tête, et qui, sitôt nommé chancelier, s'empresse d'abolir la démocratie. Ça lui a pris quelques mois, hein, ça a été extrêmement vite. Alors, un gouvernement pour le peuple, vraiment, on voit bien que empiriquement, ça n'est pas le cas, ou du moins ça n'a pas toujours été le cas. D'ores et déjà, cette notion qui paraissait, cette définition qui paraissait extrêmement simple, se charge de nuances importantes. Mais ces nuances ne sont rien comparées à celles qui apparaissent quand on parle du gouvernement par le peuple.
Alors il suffit d'allumer sa télévision et de regarder la chaîne parlementaire, alors je sais bien que personne ne le fait, mais il vous suffirait de le faire pour constater immédiatement que notre représentation nationale est marquée par de très fortes disproportions, de très fortes surreprésentations et sous-représentations. Il suffit de regarder une séance à l'Assemblée nationale et de compter le nombre de femmes, le nombre de Français issus de l'immigration, le nombre de musulmans, pour se rendre compte que notre représentation politique ne ressemble pas à ce qu'est la population française. Mais me direz-vous, bon, nos représentants ne nous ressemblent pas, peut-être. Déjà, est-ce vraiment un mal? C'est une question qu'on pourrait poser. Et puis surtout, est-ce que le plus important, ce n'est pas que les représentants expriment la volonté populaire? Quelle importance, après tout, que la représentation ressemble aux Français, dès lors que les représentants sont bien les vecteurs de la volonté populaire, de la volonté des Français. Donc, de ce point de vue-là, on peut encore espérer à cette réalisation par le peuple. On peut espérer, et pourtant, il y a deux expériences très récentes qui nous montrent que les choses sont plus complexes que cela. Mai 2005. En mai 2005, 54,7% des Français votent non au traité constitutionnel européen. Un taux de participation tout à fait raisonnable, un peu plus de 60%, et un débat public qui aura occupé les Français pendant plusieurs mois. Quelques années plus tard, février 2008, Nicolas Sarkozy, président récemment élu, choisit de faire passer le traité de Lisbonne, de faire voter le traité de Lisbonne par les parlementaires, sans passer par une consultation populaire. Le traité de Lisbonne, dont Valéry Giscard d'Estaing, l'auteur de la Constitution européenne lui-même, disait qu'il était strictement identique à la Constitution européenne. Alors, où est le gouvernement par le peuple, là? Le peuple s'exprime au terme d'un débat public. Il vote clairement pour voir sa volonté outrepassée quelques années plus tard par des parlementaires. Vous me direz peut-être, mais finalement, Nicolas Sarkozy a été élu. Et dans son programme, il avait très clairement indiqué vouloir faire passer ce qu'il appelait à l'époque un mini-traité européen. Janvier 2012. En janvier 2012, Nicolas Sarkozy, sur la fin de son quinquennat, vote une augmentation de la TVA, ce qu'il appelle une TVA sociale. Elle devait être appliquée en octobre suivant. Évidemment, remous dans le champ politique. Le Parti socialiste et, au premier rang desquels son candidat officiel François Hollande, monte au créneau. Et François Hollande, quelques jours plus tard, en meeting, promet d'abroger la TVA sociale s'il est élu. Ça devient un thème clivant de la campagne. Il est clair en 2012 que si on vote pour François Hollande, on n'aura pas de TVA sociale. Si on vote pour Nicolas Sarkozy, on aura une TVA sociale. Il y a bien une différence programmatique très claire entre les candidats. Mai 2012, François Hollande est élu. Juillet 2012, l'une des premières lois qu'il prend consiste effectivement à abroger la TVA sociale. Décembre 2012, quelques mois plus tard, projet de loi de finances rectificative, dans laquelle on trouve une augmentation des taux de TVA, c'est-à-dire concrètement une TVA sociale confirmée un an plus tard en décembre et qui a été appliquée au 1er janvier 2014. Alors là, c'est impossible de sauver cela. Voilà un président élu sur la promesse d'abroger la TVA sociale, qui la confirme quelques mois plus tard. Le programme était clair, les Français s'étaient exprimés. Alors que devient cette formule? On voit bien qu'elle n'est pas si simple. On voit bien que empiriquement, concrètement, la démocratie, ça n'est pas, ou du moins ça n'est pas toujours, le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Que désigne cette expression finalement, qui est devenue si naturelle qu'on en oublie même de l'interroger? C'est ce que je vous propose d'explorer à travers une première plongée dans la théorie politique. Il faut revenir aux racines de l'idéal démocratique pour comprendre ce que désigne cette formule. Le projet démocratique, il y a évidemment de nombreuses manières de le caractériser, il y a de nombreuses manières d'en catégoriser les composantes, mais d'une manière générale, une grande majorité des penseurs s'accordent sur deux dimensions constitutives de la démocratie. Première dimension, la démocratie, c'est un état de droit. Et deuxième dimension, la démocratie assure la souveraineté populaire. Des concepts en réalité extrêmement simples. Un état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part un état qui est respectueux des droits fondamentaux, dans lequel les libertés fondamentales sont garanties, et c'est d'autre part un état soumis aux règles qui les dictent, c'est-à-dire un état qui protège ses citoyens contre l'arbitraire du pouvoir.
Deuxième dimension, la souveraineté populaire, c'est un concept encore plus simple. Il renvoie à l'autodétermination des citoyens, la capacité des citoyens à décider eux-mêmes de leur devenir commun. C'est ce que les philosophes des Lumières, Kant au premier lieu, appelaient l'autonomie, la capacité à se gouverner soi-même. Parmi les auteurs qui ont structuré le concept, l'idéal démocratique, certains tentent à mettre l'accent plutôt sur l'une ou l'autre de ces deux dimensions, mais tous s'accordent à reconnaître que le projet démocratique, l'idéal démocratique, est constitué de ces deux grands concepts directeurs. Et l'on comprend dès lors à quoi renvoie la formule de Lincoln. L'état de droit, finalement, c'est le gouvernement pour le peuple. Un gouvernement qui respecte les droits fondamentaux, qui assure les libertés fondamentales. Quant au gouvernement par le peuple, il renvoie bien entendu à la souveraineté populaire. Voici élucidé le mystère de cette définition, qui ne renvoie absolument pas à une vision réaliste de la démocratie, mais qui se contente bien de traduire en une formule élégante l'idéal démocratique, le projet démocratique lui-même. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, la démocratie dans la pratique, qu'est-ce que c'est dans la réalité sociale? Quel est ce régime dans lequel nous vivons, que nous appelons démocratie, et dont la définition commence à sembler insaisissable? Eh bien, regardons en pratique. À partir de maintenant, si vous le voulez bien, je vais laisser de côté très largement la question de l'état de droit. On pourra y revenir dans les questions si ça vous intéresse. Non pas que l'état de droit ne pose pas de difficultés empiriques, il en pose de nombreuses, mais elles sont beaucoup moins aiguës que celles auxquelles la souveraineté populaire confronte la démocratie. Aujourd'hui, la souveraineté populaire s'incarne très largement, sinon quasi exclusivement, en un moment de la vie démocratique, un seul moment de la vie démocratique, c'est bien sûr l'élection. Le moment où nous réalisons notre souveraineté populaire, le moment où nous réalisons notre capacité d'autodétermination, ce sont lors des élections. En théorie, une élection réalise deux choses en même temps. Elle décide des grandes orientations politiques de la nation. C'est bien ce que nous faisons quand nous nous prononçons sur un programme ou un autre. Et en même temps, dans le même mouvement, l'élection désigne les individus qui seront chargés d'appliquer, de mettre en œuvre ces grandes orientations politiques. Voilà, en théorie, ce qui est censé faire l'élection. Dans un même mouvement, décider de la politique et désigner les individus chargés de l'appliquer. Empiriquement, dans la réalité, deux problèmes se posent qui sont des problèmes absolument majeurs, des problèmes très pratiques, très empiriques. Premier problème. Lorsque vous votez sur des plateformes électorales. On ne fait pas son marché dans une élection. On vote sur un programme dans son ensemble. On n'a pas le choix entre les différentes composantes. En 2012, pour qui votiez-vous si vous étiez pour la création d'emplois aidés dans l'éducation nationale, François Hollande, et contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe? Alors pour qui votiez-vous? Vous étiez forcé d'arbitrer entre ces deux dimensions. On n'a pas tous les choix dans une élection. On se borne à choisir entre des packages qui nous sont proposés. C'est ce qui explique que Nicolas Sarkozy ait pu être élu en proposant le mini-traité européen, alors même que les Français, quelques années plus tôt, s'étaient prononcés. Parce que, évidemment, en 2007, les Français n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy, en tout cas, sans doute peu d'entre eux principalement, pour qu'il mette en œuvre un nouveau traité européen. Les deux questions qui étaient clivantes dans l'élection, c'était bien sûr le slogan « Travailler plus pour gagner plus » et d'autre part, l'accent fort qu'il a mis sur l'identité nationale. Donc, on vote sur des plateformes programmatiques. Le choix des citoyens est un choix contraint. Le deuxième problème est plus criant encore. Les citoyens n'ont aucun contrôle sur les politiques qui seront réellement implémentées. Le pouvoir de décision, les citoyens l'ont le jour de l'élection. Dès le lendemain, ils n'ont aucun contrôle, ou presque aucun contrôle, sur les politiques qui seront effectivement mises en œuvre. Il suffit de dire ces deux évidences pour que ça paraisse très simple et très naturel. Et pourtant, elles ne sont pas si visibles que ça dans la discussion publique. Sans doute qu'une fois que je vous ai dit ça, tout d'un coup, l'élection pour vous se colore d'un petit peu plus de nostalgie, en tout cas d'un petit peu plus de mélancolie. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Comment comprendre que ces deux évidences ne nous paraissent pas si évidentes que cela? C'est parce qu'en réalité, l'élection s'abrite derrière deux fictions.
deux fictions qui coexistent dans l'élection depuis les premiers temps de la Révolution française. Première fiction, l'élection assimile la volonté de la majorité à la volonté générale. Lors d'une élection, on ne réalise pas la volonté générale, on réalise la volonté de la majorité. Alors c'est, aujourd'hui en tout cas, c'est l'approximation la moins pire qu'on en connaît, mais ça ne reste qu'une approximation. Et puis, deuxième fiction, l'élection assimile le consentement lors du moment électoral, le jour de l'élection, avec le consentement pendant toute la durée du mandat. Mais c'est une fiction. Les citoyens ont consenti au pouvoir un jour, ça ne signifie absolument pas qu'ils y consentiront les jours suivants. Voilà à quoi ressemble l'élection empiriquement. Elle pivote autour de deux fictions majeures. Et cela donne de la démocratie une vision bien différente. L'un des auteurs qui, le mieux sans doute et le plus tôt, l'a mis en avant s'appelle Joseph Schumpeter, dans un livre connu qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Joseph Schumpeter prend en acte, d'une part, le fait que l'élection est bien au cœur de notre vie démocratique, qu'on peut presque résumer la vie démocratique à l'élection, et que d'autre part, l'élection ne permet pas au gouvernement de choisir véritablement la politique qu'il désire pour lui-même. Et il en tire cette constatation. La démocratie n'est pas le régime dans lequel le corps électoral statue sur les problèmes politiques par l'élection de représentants. La démocratie, c'est le régime dans lequel le peuple élit des représentants chargés de statuer sur les problèmes politiques. Il ajoute, la démocratie ne signifie pas et ne peut pas signifier que le peuple gouverne effectivement, quel que soit le sens que prennent les termes peuple et gouverner. La démocratie signifie simplement que le peuple est à même, par le vote, d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à gouverner. Pour Joseph Schumpeter, les choses sont claires. La démocratie, ce n'est rien d'autre que le régime dans lequel le peuple a le droit, à intervalles réguliers, de choisir son tyran. Ce point de vue, il a été nuancé récemment par un chercheur français, historien et historien des idées qui s'appelle Pierre Rosanvallon. Je ne m'arrêterai pas dessus. L'idée de Pierre Rosanvallon, il montre de manière convaincante qu'on ne peut pas résumer la démocratie à l'élection. Dans deux livres majeurs, il montre qu'on ne peut pas résumer la démocratie à l'élection et que dans nos démocraties occidentales, la démocratie passe par d'autres mécanismes. Des mécanismes de ce qu'il appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire la capacité pour le peuple à chercher à faire veto principalement. La capacité pour le peuple à chercher à faire veto à une décision qu'il n'approuverait pas. Cette capacité s'exprime principalement par des mouvements sociaux dans la rue. Et en même temps, il n'y a jamais de certitude que l'on parviendra à faire échec à une décision. Quand on regarde l'histoire des mouvements sociaux, on se rend compte que, au contraire même, il est assez rare qu'un mouvement social parvienne à faire complètement échec à une décision. L'exemple, encore une fois, de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe nous l'a montré. Dans la légitimité démocratique, Pierre Rosanvallon montre que, par ailleurs, les démocraties, c'est aussi l'existence d'instances indépendantes de contrôle. Les cours constitutionnelles, les instances telles que le CSA, le Conseil supérieur de la magistrature, la HALD. Le pouvoir politique n'est pas tout puissant dans une démocratie, il est encadré par des instances de contrôle. Mais ayant dit ceci, Pierre Rosanvallon ajoute immédiatement que cela ne remet pas en cause la division très stricte qu'il existe dans une démocratie entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment en est-on arrivé là? Une fois qu'on a décrit de cette manière la démocratie, une vision descriptive, non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, non pas telle qu'elle devrait être, telle qu'elle est en réalité dans nos sociétés contemporaines. La question qui se pose, c'est comment en est-on arrivé là? Comment est-on passé de l'idéal d'un gouvernement par le peuple à cette pratique, à tout le moins très minimale, de la souveraineté populaire? Eh bien, pour comprendre, il est nécessaire de plonger plus loin encore dans l'histoire des idées politiques. Aristote, Montesquieu et Rousseau, dans 3 de leurs principaux ouvrages, à des époques très différentes, dans des contextes évidemment très différents, et dans des inspirations, des intentions très différentes,
Aristote, Montesquieu et Rousseau ont tous les trois proposé une typologie des régimes politiques, une classification des différents régimes politiques. Les classifications sont très différentes, naturellement, mais elles ont une chose en commun. Ces trois auteurs considèrent que la désignation des dirigeants par l'élection mène mécaniquement à l'établissement d'une aristocratie. Pour ces trois auteurs, le régime démocratique pivote sur un autre mécanisme de sélection des gouvernants, le tirage au sort. Alors on va parler un peu du tirage au sort, mais d'abord, il faut revenir sur l'importance de l'élection avec un livre majeur d'un auteur récent, lui aussi, qui s'appelle Bernard Manin, Les principes du gouvernement représentatif, qui a étudié l'élection. Et Bernard Manin montre que l'élection est intrinsèquement aristocratique. Intrinsèquement, par elle-même, l'élection mène à l'établissement d'une aristocratie. L'élection, par principe, elle désigne les meilleurs. Par principe. Quand il s'agit d'élire entre plusieurs individus, par principe, on va élire le meilleur. Alors, pas le meilleur dans l'absolu, pas le meilleur par rapport à tout, le meilleur par rapport aux qualités et aux vertus qui sont principalement valorisées dans la fonction à laquelle il concourt. Imaginons que vous soyez un viking du 9e siècle et que vous ayez décidé de vous faire élire, les vikings élisaient leurs dirigeants, chef de clan, jarlar de votre clan viking. Les qualités principalement valorisées qui vous permettront d'être élu chef de clan, c'est la possession d'une grande force physique, des aptitudes au combat, une vision stratégique, sans doute aussi la capacité d'ingurgiter des quantités gargantuesques de bière d'hydromel pendant les banquets. Toutes ces choses-là vous permettront d'être élu chef de clan d'une communauté viking. Aujourd'hui, dans notre contexte démocratique, ce ne sont plus ces qualités-là qui sont valorisées. Même si David Douillet a été élu député, mais à cette exception près, ce ne sont plus ces qualités-là qui sont valorisées. On peut distinguer de nombreuses qualités qui aujourd'hui sont considérées comme particulièrement essentielles dans l'exercice d'un mandat électif. Mais il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. La première, c'est la possession d'un savoir technique. Et pas n'importe quel savoir technique. Un savoir technique dans les domaines de l'action gouvernementale. Le droit, l'économie, l'administration publique. Ce type de savoir vous donne une chance non négligeable, en tout cas supplémentaire, d'être élu. La deuxième qualité qui est valorisée et qui permet plus aisément d'être élu aujourd'hui, c'est l'usage virtuose de la parole publique, l'usage virtuose de l'argumentation. Nos élections, et je suis bien placé pour le savoir, sont principalement un combat de rhétorique entre plusieurs orateurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose d'extrêmement important. Car ces qualités principalement valorisées ont aussi en commun d'être très inégalement réparties au sein de la population. Parce que, évidemment, faire des études qui mènent à la possession d'un savoir technique, c'est beaucoup plus facile si vous êtes né dans un contexte familial doté d'un grand capital économique et culturel. Plus vos parents ont fait des études, plus vos parents disposent d'un grand capital économique, et plus vous avez de chances de faire des études brillantes, c'est-à-dire de disposer de ce savoir qui est un sésame de l'action publique. Quant au langage, c'est encore pire. Le langage, c'est ce que l'on reçoit en héritage. Si vous êtes fils de prof, d'avocat, de médecin, de chercheur, vous n'avez aucun mérite à vous exprimer avec éloquence. Vous baignez depuis votre plus tendre enfance dans un bain linguistique riche, complexe, par lequel ce langage, vous en faites l'acquisition naturellement. À l'inverse, le langage, c'est précisément ce qui ne s'achète pas, et c'est l'une des choses les plus difficiles à rattraper. Le résultat, vous avez ici une représentation de l'Assemblée nationale la Chambre des députés sous la Troisième République. Elle n'a pas tant changé que ça aujourd'hui. Le résultat, c'est que si vous êtes un homme âgé d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, avocat, fils de prof, blanc, chrétien ou athée,
vous avez beaucoup plus de chances d'être élu que si vous êtes une femme, jeune, issue de l'immigration, musulmane, qui exerçait un métier peu qualifié. Beaucoup plus de chances d'être élu. Bernard Manin en conclut que notre régime, qu'il appelle lui, non pas démocratie, mais gouvernement représentatif, notre régime possède deux composantes. Une composante démocratique, puisque nous sommes tous égaux dans la désignation des gouvernants, j'y reviendrai. Nous avons tous la même voix le jour des élections. C'est bien une composante intrinsèquement démocratique, mais également une composante aristocratique, puisque nous n'avons pas tous les mêmes chances d'exercer le gouvernement. Avec ce miracle de l'élection, qui parvient à concilier l'égalité politique et l'inégalité sociale. Ce qui est très intéressant, c'est que tout cela, les pères de la démocratie en avaient parfaitement conscience. On pourrait citer de nombreux auteurs. J'ai choisi Stanislas Clermont-Tonnerre, député de la noblesse, partisan d'une monarchie constitutionnelle, qui, en 1791, à propos de la Constitution qui venait d'être votée, a dit ceci: « C'est peut-être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de la souveraineté. » Et il ajoute, lucide, « Voilà l'effet de l'adoption d'une constitution représentative. » Dès la fin du XVIIIe siècle, on avait parfaitement conscience de cette tension au sein du régime démocratique. Alors, si les pères de notre démocratie avaient conscience de cela, comment en est-on arrivé là? Pourquoi avoir malgré tout choisi de désigner notre gouvernant par élection plutôt que par une autre procédure, par exemple le tirage au sort? Eh bien, c'est ce qu'il faut voir en plongeant au sein des représentations des pères de la démocratie. Pour de nombreux auteurs, situés à l'origine de l'idée démocratique, le principe représentatif a des vertus en soi. Le principe représentatif a des vertus en propre. Il ne voit absolument pas d'un mauvais œil le fait d'élire les meilleurs pour gouverner. Les meilleurs en grec, oi aristoi. Au contraire, on trouve chez ces auteurs une véritable défiance à l'égard du peuple. D'une part, et ça ce sont les événements révolutionnaires qui le font naître en partie, chez les pères de la démocratie, on a une crainte à l'égard de la foule violente, irrationnelle, incontrôlable. Une véritable crainte à l'égard de la foule, mais ça va plus loin. Les pères de la démocratie préféraient donner le pouvoir à ceux qui l'exerceront avec compétence. Dès la fin du XVIIIe siècle, on ne voit pas d'un œil favorable le fait que José, cultivateur de patates venu du fin fond de son massif central, puisse venir à Paris, voter les lois, proposer des lois. Non, ça ne plaît pas du tout aux pères de la démocratie. Ils ont peur que le gouvernement soit exercé avec incompétence. Au contraire, l'exercice de la force publique, du pouvoir public, c'est sérieux. Il faut des gens qui savent ce qu'ils font. Une grande défiance à l'égard de la population. Citons l'abbé Sieyès, auteur de « Qu'est-ce que le tiers-État ?» qu'on ne peut pas suspecter d'être un infâme royaliste. Sieyès disait en 1795 « C'est pour l'utilité commune que les citoyens se nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. » Il ajoute « La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction ni assez de loisirs pour pouvoir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. » Et l'on peut citer cette phrase connue de Sieyès, le 7 septembre 1789, devant l'Assemblée nationale: « La France n'est point, ne peut pas être une démocratie. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Alors l'objection est valable. Effectivement, on ne va pas laisser des incompétents exercer le pouvoir. Ce serait n'importe quoi. Et pourtant, deux remarques.
Première remarque. L'élection en soi n'assure absolument pas la compétence des individus élus. Absolument pas. L'élection, elle est irrationnelle. Les citoyens font leur choix sur absolument ce qu'ils désirent. Ils donnent la priorité à ce qu'ils veulent. Si les citoyens veulent élire un homme ou une femme un individu, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il est particulièrement beau, parce qu'il est sympathique, qu'il fait des blagues, parce que son patronyme est prestigieux, rien ne les en empêche. L'élection, en soi, n'assure absolument pas la compétence des individus sélectionnés. Il y a effectivement un mode de désignation qui assure la compétence des individus. C'est le concours, ou l'examen. C'est-à-dire précisément le mode de sélection que nous avons retenu pour notre administration publique. Alors là, oui, là on sélectionne objectivement sur des compétences. L'élection, en soi, n'assure pas la compétence des individus sélectionnés. C'était ma première remarque. Et puis, deuxième remarque. Il y a un régime dans l'histoire qui a donné le pouvoir à tous les citoyens, sans distinction de fortune, sans distinction de niveau d'études. C'est Athènes, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors il faut en parler un peu. Pas longtemps, mais un peu quand même. Athènes, c'est une véritable démocratie directe. Les chiffres sont débattus. Ils sont débattus parce qu'on n'en saura probablement jamais rien. Les sources nous manquent. Athènes, au plus fort de son histoire, c'est approximativement 300 000 habitants, 60 000 citoyens. Les citoyens athéniens ont tous le droit de vote dans ce que l'on appelle l'Ecclésia, qui est l'assemblée du peuple, l'assemblée des citoyens, qui se réunit sur la colline de la Pnyx à Athènes. Tous les citoyens ont le droit de vote. Même Jean-Michel qui cultive des oignons au fin fond d'un dème, très loin de la ville, s'il veut, il peut venir à Athènes et voter les lois. Certains estiment que les réunions de l'Ecclésia rassemblaient fréquemment 6000 citoyens qui venaient donner leur avis sur les problèmes publics. D'autres historiens nuancent ces chiffres en montrant que 6000 personnes sur une colline, la Pnyx qui n'est pas si grande que ça, sans système de sonorisation. Néanmoins, Jean-Michel qui élève des oignons, s'il veut, il peut. Il peut même proposer des lois. Tous les citoyens à Athènes ont l'initiative des lois. Alors là, vous allez me dire, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est le bazar déclaré. Si n'importe qui peut venir et proposer sa petite loi qu'il a rédigée dans son coin, eh bien non. Parce que nos amis athéniens ont élaboré un système particulièrement ingénieux pour s'assurer que l'Assemblée ne soit pas débordée de propositions, de décisions. C'est ce que l'on appelle la graphée par annomon. À Athènes, n'importe qui peut proposer une loi. Cette loi, elle peut même être votée. Mais de la même manière que n'importe qui peut proposer une loi, n'importe quel citoyen, pas n'importe qui, n'importe quel citoyen peut proposer une loi, n'importe quel citoyen peut dénoncer cette loi. Alors, les éliastes, les juges, les magistrats, pas les magistrats, les éliastes se réunissent pour débattre ensemble de savoir si la loi était effectivement bonne ou mauvaise pour la cité d'Athènes. Et si les éliastes considèrent que la loi qui a été proposée par un citoyen est en fait mauvaise pour l'intérêt général, alors le citoyen est condamné. Il est condamné sur ses biens propres. Vous proposez une loi, elle peut être votée, mais si derrière, en seconde intention, en seconde réflexion, les éliastes estiment que la loi finalement n'est pas bonne pour la démocratie, vous êtes condamné sur vos propres deniers, à une amende très importante. La majeure partie des citoyens athéniens se retrouvaient dans ce cas-là débiteurs à vie à l'égard de la cité. Autrement dit, n'importe qui peut proposer une loi. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Parce que si on propose une loi et que cette loi est jugée mauvaise, alors c'est vous-même, en tant qu'individu privé, qui risquez d'en payer le prix. Athènes, contrairement à ce que l'on croit, n'était pas une pure démocratie directe, ça n'existe pas de toute façon. On ne peut pas, à moins de vivre dans un ensemble, une communauté extrêmement petite, on a besoin d'individus qui vont exercer des charges plus spécifiques au sein de la communauté. Et donc Athènes connaissait le tirage au sort. Athènes, au IVe siècle, avait à peu près 700 magistratures. Ce qu'on appelle une magistrature, c'est une charge publique, une charge politique. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui dans le pouvoir judiciaire. Athènes connaissait 700 magistratures, dont 600 étaient tirées au sort. Et pas n'importe lesquelles. Les bouleutes, les membres de la boulée, les bouleutes étaient tirés au sort, les bouleutes qui avaient des prérogatives politiques
très importante. Alors là encore, vous allez me dire, mais donc du coup, revoilà Jean-Michel, cultivateur d'oignons, il peut devenir bouleute et faire n'importe quoi. À nouveau, non. Grâce à un double procédé, là encore, tous les magistrats tirés au sort, tous les magistrats tout court, rendaient des comptes. À l'issue de votre magistrature, vous rendez des comptes sur ce que vous avez fait pendant votre mandat. Et vous ne rendez pas des comptes simplement de manière formelle, vous pouvez aussi être condamné parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Autrement dit, quand vous êtes bouleuse, il faut là encore être prêt à en payer le prix. Si, au terme de votre année de magistrature, on estime que vous n'avez pas bien rempli votre job, à nouveau, vous êtes responsable sur vos propres deniers et à nouveau, vous finissez débiteur d'Athènes à vie. Alors vous allez me dire, mais là, c'est encore pire. Là, c'est la tyrannie de l'action publique. C'est-à-dire que le pauvre Jean-Michel qui n'a rien demandé, qui voulait juste cultiver ses oignons, il peut être nommé bouleute, faire n'importe quoi parce que de toute façon, il n'y connaît rien, et donc être débiteur d'Athènes à vie. Non. Parce que, évidemment, à Athènes, on ne tire au sort que parmi les citoyens volontaires. Et voilà le double système de sélection grâce auquel Athènes tirait au sort ses magistrats et était néanmoins assuré d'avoir des magistrats compétents. Non pas parce qu'ils auront passé un concours qui aura validé leurs compétences, non pas parce que les citoyens se seront exprimés et auront estimé qu'ils sont compétents, mais parce qu'eux-mêmes se seront jugés compétents et auront donc décidé de s'engager dans l'action publique. Il ne faut pas idéaliser le système athénien. En réalité, les risques étaient si grands que les citoyens qui exerçaient effectivement, activement leur citoyenneté étaient probablement les citoyens athéniens les plus riches et les plus cultivés. Ne faisons pas preuve d'angélisme. Néanmoins, Jean-Michel, s'il veut, il peut. Aujourd'hui, en France, si vous êtes cultivateur au fin fond du Massif central et que vous désirez devenir député, croyez-moi, ça ne va pas être du gâteau. La part clé du système athénien, c'est évidemment l'idée que le tirage au sort peut se faire dans un ensemble restreint. On n'est pas forcé de tirer au sort sur l'intégralité de la population. Alors le système athénien est cruel, on ne pourrait pas imaginer le transcrire aujourd'hui, mais il y a plein d'autres manières de rétablir le tirage au sort tout en assurant la compétence des gouvernants. On peut tirer au sort, par exemple, c'est une idée, uniquement chez les citoyens qui ont fait un certain nombre d'études. Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 2, je ne sais pas. Pourquoi pas? Après tout, ils ont fait des études, ils sont éclairés, on peut estimer qu'ils exerceront bien le gouvernement. Ou alors, faire passer un permis. On fait passer un permis de conduire, on pourrait faire passer un permis de gouverner. Un examen qui assurerait la compétence minimale dans les domaines économiques, juridiques, des citoyens qui, derrière, pourraient demander à être tirés au sort pour devenir députés. Il y a plein d'autres systèmes. On pourrait, par exemple, tirer au sort parmi tous les citoyens qui ont accepté de rendre un rapport sur un problème public. Vous voulez devenir député? Vous faites un rapport. Un rapport qui sera évalué par une instance indépendante, un rapport sur une question politique importante. Et alors là, tout d'un coup, si on reprend José, cultivateur de patates dans le Massif central, dont on se moque depuis tout à l'heure, mais en même temps, José, il a peut-être sur le développement durable, l'agriculture, l'écologie, il a peut-être un point de vue beaucoup plus affûté que nombre de ses concitoyens, sans doute d'ailleurs. Rien n'empêchera à ce moment-là notre bon cultivateur de rédiger un rapport et puis de demander à être tiré au sort. Donc vous voyez, le tirage au sort, ça marche. Ça marche. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça assure moins la compétence des individus désignés que l'élection. Alors, si ça marche, pourquoi est-ce que les pères de la démocratie s'en sont détournés? Ils ont fait plus que s'en détourner. Ils ne l'ont jamais envisagé. Quand vous reprenez les débats aux assemblées constitutionnelles françaises en 1789 et même américaines en 1787, jamais le tirage au sort des élus n'est évoqué sérieusement. Jamais il n'est discuté. On a toujours un ou deux énergumènes, des barbus sans doute, qui venaient agiter les poings en demandant le tirage au sort. Mais ça n'a jamais eu d'impact sur les discussions. Il a toujours été absolument naturel, pour les pères des démocraties contemporaines, il a été naturel d'écarter cette option, de ne même pas l'envisager. Le problème ici tient à l'histoire des mentalités. À la fin du XVIIIe siècle, et c'est particulièrement criant en France, on sort d'une période d'absolutisme royal. La France a connu la monarchie absolue. C'est-à-dire, la France a fait l'expérience de l'arbitraire absolu du pouvoir, où un seul individu peut décider ce qu'il veut quand il veut pour tous les autres. L'arbitraire du pouvoir monarchique s'incarne le mieux dans la pratique des lettres de cachet. Il suffisait au roi de cacheter une lettre pour envoyer n'importe quel sujet dans un cachot. Cette monarchie absolue, cet arbitraire du pouvoir, il fait l'effet de repoussoir.
absolue, lui aussi, pour les pères de nos constitutions. Et cette priorité donnée au consentement. L'important, à la fin du XVIIIe siècle, l'essentiel, ce qui n'est pas négociable, c'est que l'on consente au pouvoir qui s'exerce sur nous. C'est que les citoyens ne voient pas s'exercer sur eux une contrainte à laquelle il n'est consenti. Et la remise en avant de ce vieux principe juridique médiéval, ce qui concerne tout le monde, doit être délibéré et accepté par tous. C'est cette idée-là qui est au cœur de la pensée révolutionnaire, par réaction contre le pouvoir monarchique. L'élection, par les deux fictions qu'on a vues tout à l'heure, des fictions qui étaient connues dès l'époque, l'élection assure le consentement. Vous pouvez vous dire que vous avez consenti au pouvoir quand les décisions sont prises par un individu que vous avez élu. C'est vous qui avez voté pour lui, ou en tout cas la majorité d'entre vous. L'élection permet de maintenir la fiction du consentement. Ça n'est absolument pas le cas pour le tirage au sort. Il était inenvisageable, à la fin du XVIIIe siècle, que quelques centaines d'individus tirés au sort puissent décider pour tous les autres. Inenvisageable. Parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas eu la moindre once de consentement. À la fin du XVIIIe siècle, lors de la naissance de nos démocraties occidentales, on sacrifie la souveraineté populaire, la capacité pour les citoyens de s'auto-gouverner, sur l'autel du consentement, maintenir la fiction que l'on ait consenti aux décisions qui s'exercent sur nous. Voilà ce qui explique que le tirage au sort n'ait jamais été véritablement envisagé comme une option, du moins jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, où s'arrête cette exploration de l'histoire, de l'idée, de l'idéal démocratique, ces différentes composantes, et qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on garde ce bel idéal, cette belle pensée d'un gouvernement par et pour le peuple, alors même que dans la pratique, dans les faits, l'exercice de la souveraineté populaire est beaucoup plus limité. Quelques mots de conclusion. Notre gouvernement, vous le voyez, comme le disait Bernard Manin, est bien constitué de deux composantes, une composante démocratique, une composante aristocratique. Alors comment l'appeler? Quelle dénomination? Vous avez deux options, parce qu'on voit bien là qu'il faut cesser de parler de démocratie. La première option, qui est celle retenue par Manin et Rosan-Vallon, sur lesquelles j'ai longuement disserté, c'est de décrire notre gouvernement, en l'appelant gouvernement représentatif. Ça décrit effectivement la forme que prend notre régime politique aujourd'hui. Si vous voulez être un peu plus piquant, un peu plus facétieux, vous pouvez l'appeler comme ça. Aristocratie à légitimité populaire. Parce que finalement, c'est à peu près ce que c'est. Bon, et donc, doit-on déprimer définitivement et estimer que finalement, ce régime qu'on avait l'air de plutôt bien aimer est une calamité sans nom? Non. Deux nuances importantes que je souhaite apporter. Tout d'abord, souligner avec vous l'exceptionnalité du moment électif. Il ne faut pas considérer comme négligeable la composante démocratique de notre régime. Lors de l'élection, chaque individu, chaque citoyen, a exactement autant de pouvoir dans la désignation des gouvernants. C'est une expérience unique à l'échelle de l'humanité. Le jour de l'élection, que vous soyez riche ou pauvre, faible ou puissant, jeune ou vieux, éduqué ou non, homme ou femme, quel que soit qui vous êtes, vous avez exactement le même poids dans une prise de décision collective. Exactement. Vous pouvez être à la tête d'une multinationale, extrêmement riche, être vous-même parlementaire ou avoir des parlementaires dans votre famille. Vous pourrez évidemment, vous aurez plus de chances d'influencer sur le scrutin avant l'élection. Mais le jour de l'élection, votre voix ne vaut pas plus que celle de n'importe quel autre citoyen, quelle que soit sa fortune, quel que soit son niveau d'études. L'acte de vote, le moment électoral, c'est bien la refondation de notre pacte républicain. Et c'est une expérience unique à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Chaque citoyen a exactement la même parcelle de pouvoir. On assiste bien à ce moment-là seulement peut-être, mais à ce moment-là, à la réalisation parfaite de l'égalité politique. Et puis, deuxième chose,
il ne faut pas considérer non plus comme négligeable l'état de droit. Et je conclurai par ce avec quoi j'avais commencé. Il faut se souvenir que dans une très grande dimension, très largement, nos démocraties garantissent bien l'exercice des libertés fondamentales. Nos démocraties garantissent bien, ou plutôt nos gouvernements représentatifs garantissent bien les droits fondamentaux des citoyens, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, la propriété privée, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et aujourd'hui, après les heures que nous avons vécues ces dernières semaines, ça n'est pas rien que de rappeler cela. Ça n'est pas rien que cet état de droit dans lequel nous vivons. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être deux parcelles d'antidépresseurs pour que vous ne ressortiez pas de cette salle totalement accablés sous le poids de la déception. J'aimerais vous laisser avec une interrogation. Alors, la souveraineté populaire est-elle possible ? Peut-on imaginer un modèle de gouvernement qui permette au peuple véritablement de s'auto-déterminer, de se gouverner lui-même ? Est-il possible d'assurer une plus grande participation des citoyens ? Peut-on imaginer une évolution de la démocratie ? La démocratie participative est-elle possible au-delà ? Est-elle souhaitable ? Eh bien, c'est précisément ce que nous verrons ensemble le 7 mars prochain avec la deuxième conférence de Politeia. La démocratie participative est-elle un conte de fées ? Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et donc, nous prenons les traditionnelles questions. Je vois monsieur ici lever haut la main.